Et c'est là qu'il faut dire non. On ne sombre pas. On a vraiment à l'intérieur de nous une force qui est créatrice, qui veut n'est pas sombrer. Et pour faire ça, c'est très important de dialoguer, de la réveiller en nous et de la réveiller dans les autres, quelle que soit leur religion, voilà, leur spiritualité. Par contre, c'est très important de faire ça. Bonjour et bienvenue dans le podcast La Voix du Dedans. Aujourd'hui, on parle de cette France du champ du handicap, souvent réduite à des chiffres ou des contraintes, mais derrière ces données, il y a des vies, des combats et des espoirs. L'accompagnement reste trop fragmenté, les démarches complexes et les préjugés tenaces. Pourtant, sur le terrain, des acteurs et des actrices s'engagent. Familles, professionnels, associations. Ensemble, ils repensent l'inclusion comme un mouvement collectif à construire chaque jour. Au cœur de cette dynamique, l'art ouvre des possibles. Il donne la parole, restaure la confiance et crée du lien. Théâtre, musique, peinture et danse deviennent alors des outils d'émancipation et d'inclusion. L'art permet de dépasser le handicap, non en l'effaçant, mais en le valorisant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir notre invitée, Silvana Gasparini-Gagliasch, de nationalité italienne. Silvana est comédienne de formation et éducatrice spécialisée. Elle utilise le théâtre comme outil d'expression et de transformation sociale. Formée en Italie, elle a travaillé dans le théâtre et le cinéma avant de s'orienter vers le médico-social en France. Elle accompagne depuis plus de 10 ans des personnes en situation de handicap psychique, mental ou autistique. Diplômée en éducation spécialisée, elle a d'abord exercé auprès de jeunes en rupture, accompagnée par l'ASE et la PJJ. Depuis 4 ans, elle développe une activité en libéral autour d'ateliers de théâtre inclusif. Elle intervient dans divers établissements, IME, ESAT, Foyer de vie, CESAD. Son approche allie créativité, écoute et engagement humain. Elle anime actuellement un atelier théâtre inclusif au centre culturel Le Cube de Garges-les-Gonesse, en région parisienne. Je souhaitais compléter cette petite présentation par une pensée inspirante du Bouddha Siddhartha Gautama qui disait « Vous ne pouvez pas parcourir le chemin tant que vous ne devenez pas le chemin ». Pour rappel, ce podcast a pour but de mettre en lumière la paix présente à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous, en donnant la parole à celles et ceux qui œuvrent pour la paix dans le monde. Silvana, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Kylian. Comment tu te sens aujourd'hui ? On est en fin de journée, il est à peu près 19h, comment tu te sens ? Eh bien, écoute, c'est le moment où je relâche. Justement, c'est le moment où je relâche parce que le jeudi, c'est le jour où je fais un atelier à l'IME avec des enfants autistes. Et psychologiquement, c'est prenant. Tant que je ne l'ai pas terminé, voilà, je suis... Donc après, c'est le relâche. Et en parallèle de ton engagement, est-ce qu'il y a des activités du quotidien, des petits rituels qui te permettent de relâcher, de te ressourcer, d'avoir du temps pour toi ? Alors, j'en ai 2. Un, c'est sortir avec mes chiens. C'est un devoir, mais il faut que je le fasse. Et ça me permet, je vais dans un parc, c'est vrai que ça me permet de relâcher. Après, le deuxième, c'est plus important, c'est un mantra que je répète. C'est un mantra bouddhiste, du bouddhisme de Nichiren, qui est Nam-myoho Renge-kyo. C'est une phrase qui a un son fort et qui me permet de revenir à moi, de revenir aux instances plus
plus créative de moi. Voilà, sans le besoin de paraître autre chose. À quel moment tu as souhaité que cet élan créatif prenne la forme d'un engagement dans ton parcours ? Ah, c'est une bonne question. À quel moment? Parce que, en fait, au début, il faut dire que mon engagement était peut-être fermé par mes propres craintes de moi-même, par mon manque de confiance, par un sentiment, mais est-ce que j'ai le droit? Est-ce que, enfin, plus qu'est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai les moyens de vraiment le faire en moi? Le syndrome de l'imposteur un petit peu. Donc, mais je ne suis pas metteur en scène, je ne suis pas, je suis éducateur spécialisé, d'accord. Voilà. Donc c'était. Après ça c'est lié beaucoup à moi. Hein, je doute beaucoup de moi. Je suis quelqu'un qui a ça. Et donc du coup, en effet, quand on est pris par ses propres craintes, ça nous empêche de se rendre compte qu'on prend un engagement, qu'on peut prendre un engagement. Et alors là, c'est toute une autre dimension, c'est-à-dire qu'en effet, on ne se base plus sur est-ce que moi je vais y arriver, mais qu'est-ce que je veux faire? Et ça, c'est vrai que ça prend toute une autre dimension. Donc merci pour cette question parce que c'est importante. Et c'est vrai que oui, ça m'est arrivé en effet de me dire non, mais moi c'est ce que je veux prouver d'arriver à faire. Moi, c'est ce que je souhaiterais vraiment faire. Alors, pour revenir à la question, pardon, j'ai pris beaucoup de temps, mais la question, en effet, à quel moment je suis partie par là, je pense que ça a été, oui, ça a été quand j'ai travaillé dans un centre qui s'appelle CITL, c'est-à-dire Centre d'initiation au travail et au loisir, qui accueille donc des personnes adultes en situation de handicap. Donc le handicap fait qu'elles ne sont pas encore prêtes pour travailler en ESAT ou en milieu ordinaire. Certains en réalité ne le seront jamais. D'autres, ils iront. D'autres encore reviennent de l'ESA. Donc, et donc, c'était des personnes qui étaient accueillies là-bas et j'étais éducatrice et j'ai commencé très timidement à lancer cet atelier de théâtre avec eux. Très timidement. Mais en réalité, leur énergie, leur réponse, waouh, m'a permis de faire un bond, de sortir de ma timidité et de commencer à prendre juste du plaisir avec eux. Et voilà. Et c'est vrai que c'est depuis là que je me suis dit, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est important pour moi de permettre à ceux qui le souhaitent, hein, bien évidemment, le théâtre, c'est pas quelque chose qui doit être pour tout le monde, mais pour ceux qui le souhaitent, j'ai vraiment envie de leur donner la possibilité de s'exprimer de cette manière, librement, de créer ensemble, surtout ça, de créer ensemble, qui est en réalité quelque chose de très éducatif, mais que ça ouvre vraiment l'humain. On sort de sa quille pour aller vers l'autre. Et ce que je trouve que le théâtre, c'est vraiment l'union de deux, parce que on part de nous, vraiment de nous, mais pour aller vers l'autre. Non seulement le public, mais aussi le partenaire. Et c'est très important, ça. Voilà. Qu'est-ce que cet enseignement t'a apporté, en fait, dans ton engagement par la suite? Ça m'a apporté déjà donc de comprendre que la première chose la plus importante, c'est ce que j'ai dit au début, le plaisir.
d'avoir moi-même le plaisir de faire ce que je veux, ce que je fais avec eux, et en même temps de susciter ce plaisir et d'aller vers là. Donc par exemple, si il y a des personnes qui... Enfin, il s'agit aussi de donner des billes pour que ces personnes eux-mêmes découvrent ce qui fait plaisir. Et quand ils découvrent ça, il faut l'ouvrir, il faut leur permettre d'exprimer ça. Je dis ça parce que dans un cours, entre guillemets, de théâtre, ce n'est pas vraiment comme ça. On propose, bien sûr, il y a des affinités, etc. Ça c'est clair. Mais on est plus centré sur quelque chose qui existe déjà, dans laquelle on veut avoir ce défi de jouer un rôle qui plus ou moins existe, même dans les créations, en fait. Et là, le parti est un petit peu différent. C'est-à-dire que c'est quand même très important de prendre ce que eux, à l'intérieur d'eux, ils ressentent de plus important, ce qui leur parle. Voilà. Je ne sais pas si j'étais claire. C'est très clair. Quel est ton regard sur la rencontre de l'art et du travail social ? Ce sont des domaines qui peuvent paraître assez lointains, et pour autant, quand je t'entends, le lien est vraiment vivant, il est vraiment présent. Oui, en réalité, je pense que le lien est présent. Après, je ne te cache pas que ça m'est arrivé de me trouver un peu en contradiction avec les objectifs, entre guillemets, les objectifs du travail social et ce que je voulais travailler en théâtre. Parfois, ça peut arriver parce que parce qu'il y a, par exemple, je dis un exemple tout bête, vraiment très bête, mais qui peut expliquer. Je faisais une impro avec des adultes et à un moment donné, et c'est une impro dans un restaurant, je sais pas. Et à un moment donné, la fille, donc elle faisait l'impro, et l'éducatrice, parce que quand j'interviens je précise que maintenant, quand j'interviens en tant qu'extérieur, il y a aussi des éducateurs de la structure qui sont très utiles. En fait, j'aime beaucoup ce lien. Et donc, cette éducatrice reprend la personne et lui dit « Mais il faut dire merci. Tu n'as pas dit merci dans l'improvisation. » Alors, moi, c'est pas du tout quelque chose que j'aurais fait remarquer, parce que ce qui m'intéresse, c'est sa spontanéité, c'est sa manière d'être. Et ce n'est pas à travers le théâtre que je veux qu'elle apprenne les codes sociaux. Mais c'est vrai que parfois, les équipes peuvent me demander ça. Et là-dessus, il faut que je sois claire parce que je ne me sens pas à l'aise. Voilà. D'accord. Face à ces difficultés, est-ce que tu as déjà trouvé des solutions qui t'ont permis de surmonter ces obstacles que tu viens de nommer ? Oui, je pense que la solution la plus... c'est le dialogue. Hein. C'est vraiment le dialogue avec l'équipe, comprendre bien, faire comprendre aussi ma démarche, donc aller jusqu'au bout. Pourquoi pour moi c'est important cette spontanéité, pourquoi, qu'est-ce que je vais chercher. Et du coup, d'une part, à vraiment avoir le dialogue et d'autre part, avoir le courage aussi d'affirmer ce que je pense que le théâtre peut apporter. Mais
je voulais quand même préciser que il y a, je pense, quand même des liens importants entre le social et l'artistique, je pense. Tout bêtement, c'est l'humain déjà, à la base. Figure-toi que quand j'ai fait ma validation des acquis, parce que c'est par une validation des acquis que j'ai eu mon diplôme, la coach qui me suivait m'a dit, mais vous avez été comédienne, donc vous voyez quand même, vous avez... Qu'est-ce qu'elle m'a dit? En fait, ça m'avait bouleversée parce qu'elle m'a dit que pour elle, le fait que j'avais été comédienne faisait que je comprenais bien l'humain. Et ça m'avait complètement surpris venant de la part d'une formatrice du social. J'ai trouvé ça très appréciable de sa part, parce que moi-même, je ne m'étais pas autorisée à imaginer qu'en effet, le travail de théâtre me permettait de comprendre l'humain. Mais c'est vrai que ce sont deux choses qui m'ont toujours intéressée, et donc c'est vrai qu'elles sont une seule. Enfin, voilà. Alors, qu'est-ce que l'art t'a appris sur l'humain? Ah Ah oui, c'est joli comme question. Qu'est-ce que l'art m'a appris sur l'humain? Déjà que quand on met en art, en fait, notre vie, quelle qu'elle soit, elle est intéressante, elle est belle. Je ne sais pas comment dire, mais c'est comme, en effet, le théâtre, c'est mettre en scène notre vie, même si dans des formes qui peuvent être absolument pas réalistes. Mais en réalité, on est en train de faire un peu l'éloge de la vie, moi, je pense. En tout cas, c'est ma démarche à moi. C'est vrai que c'est ça que j'aime. J'aime aussi les spectacles qui me permettent de ressentir ça, ou les films aussi. C'est vrai que je n'aime pas trop quand j'ai un sentiment de néant vis-à-vis de la vie. Mais en général, c'est pas ça, en fait. On le dit, hein, même la tragédie grecque, elle amène ses catharsis, elle amène ces tragédies humaines hallucinantes, mais après, on ressort avec un souffle. Pourquoi? Peut-être c'est ça. Je ne sais pas, hein, c'est une réflexion, hein, qui me vient maintenant. Mais donc, ça m'a appris ça. Ça m'a appris que je ne sais pas si c'est vraiment la question, mais en tout cas, ce sont les personnes avec lesquelles je travaille qui m'apprennent beaucoup ça. En fait, ce qu'eux ils font, je le trouve super intéressant, et surtout, ça me réjouit, parce que c'est souvent décalé. C'est un peu théâtre de l'absurde, sans le savoir. C'est souvent un peu décalé, mais avec une grande authenticité. Et c'est très réjouissant, ça fait rigoler déjà. Vraiment, ça provoque ce rire, pouf, comme ça, parce que... Et en effet, c'est pareil, hein, il montre la vie, mais d'une manière un petit peu décalée. Et pareil, je pense que ça a cette fonction-là de nous voir à quel point c'est sympa. Voilà, pour m'exprimer d'une manière simple. Dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que ça donne que l'art donne du sens à la rencontre, au dialogue d'un être humain avec un autre être humain, qu'il soit porteur d'un handicap ou non. Et aujourd'hui, quand tu
écoutes ou que tu regardes les actualités sur les tensions sociales en France, quel est ton regard sur les apports de cette richesse du dialogue, peut-être autrement, mais qui pourrait en un sens remédier à des tensions que l'on traverse aujourd'hui en France? Ah, bah, c'est clair. C'est clair. C'est-à-dire, euh, je pense que quand on commence à faire le pas d'aller vers l'autre, sans avoir peur de parler de soi, je pense que ça ouvre aussi la porte à l'autre. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est ce que tu disais, mais le théâtre est quand même utilisé beaucoup aussi pour ça. Moi, je l'ai expérimenté moi-même quand on joue avec une équipe, avec une compagnie. Au début, on ne se connaît pas, on a un peu peur, on peut être aussi un peu en compétition. Et puis, en fait, il y a des liens extraordinaires qui se passent après. Parce qu'en réalité, on joue avec ce qu'on est, avec notre être humain. Et c'est vrai que souvent, quand j'étais comédienne, on me disait « Oh oui, le monde, franchement, du spectacle, c'est pas terrible. Hein. » Et moi, je leur disais toujours « Non, mais moi, j'ai créé des rapports d'amitié qui sont merveilleux. » Et alors là, on parle pas forcément de quelque chose qui est un conflit. Maintenant, quand on parle de la société actuelle, c'est vrai que je n'ai jamais pensé, mais le théâtre, ça serait un moyen extraordinaire, en fait, pour essayer de faire parler par exemple, deux communautés ou deux entités qui se sentent en conflit, qui se sentent pas sur la même lignée. Et c'est déjà arrivé d'ailleurs, hein, quand dans des équipes d'entreprise, on fait jouer le directeur avec les salariés, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose après. Et pareil, je ne sais pas si on pouvait le faire avec des policiers et des jeunes de cité. Je pense qu'il se passerait quelque chose. J'aimerais revenir sur un autre point. Nous nous sommes rencontrés à l'occasion d'un cercle de dialogue que tu avais organisé pour inviter des personnes de ton réseau de connaissances issues de différents horizons, de différentes convictions spirituelles, humanistes. Et j'aimerais savoir ce qui t'a amené à créer à lancer cette initiative. Pourquoi et peut-être si tu as des sources d'inspiration qui t'ont amené à cette initiative, raconte-nous. Alors, cette initiative, elle s'inscrivent dans des initiatives qu'on fait dans le cadre du mouvement Soka que je suis. En fait, depuis une vingtaine d'années, j'ai rencontré le bouddhisme de Nichiren. Donc, c'est un mouvement bouddhiste qui est très ancré en fait sur la réalité, vraiment. Donc, à la base, l'enseignement, ça provient des Shakyamuni, de Siddhartha, mais et il dit que dans chaque être humain, il y a un potentiel merveilleux
qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'utilise pas toujours, mais il existe dans chaque être humain. D'ailleurs, Nichiren, qui est du Moyen-Âge au Japon, il parle aussi des femmes, qui étaient considérées pas forcément porteuses de grandes valeurs. Bref, pour revenir à ça, pour l'ancrer vraiment dans notre vie, pour nous, c'est très important d'établir des moments de dialogue. Pour nous, c'est par là qui commence pour nous la paix. Enfin, en tout cas, l'effort pour la paix. Par là, par d'autres choses aussi, mais ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et donc, nous, on se rencontre d'une manière assez régulière. Et puis, on fait aussi des rencontres encore plus ouvertes. Donc, cette fois-ci, c'était vraiment pour aller vers d'autres aussi, comme tu as dit justement, il y avait des personnes qui étaient laïques, enfin athées plutôt, par exemple mon mari, vraiment athée, mais il y avait d'autres personnes qui étaient de religion musulmane, d'autres catholiques, et c'était important pour nous non pas de faire des conférences sur les théories de la religion, mais de se rencontrer en tant qu'être humain et de trouver les choses qui sont communes à nous tous et qui en général sont quand même la volonté de créer la paix. Très souvent, ça ressort ça. Et c'est très important pour nous de le faire, parce que ce n'est pas pour la théorie, mais c'est parce que ça peut revitaliser notre être à nous et peut-être aussi les autres, redonner de l'espoir. En ce moment, c'est vrai que on vit un moment où je pense que tout le monde s'est dit, mais on n'imaginait pas d'arriver à temps, vraiment. Il y a eu le Covid. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui va arriver après? Mais le Covid, c'était rien. Là, ce qui se passe en ce moment, c'est quelque chose qu'en effet peut vraiment faire sombrer. Et c'est là qu'il faut dire non. On ne sombre pas. On a vraiment à l'intérieur de nous une force qui est créatrice, qui veut n'est pas sombrer. Et pour faire ça, c'est très important de dialoguer, de la réveiller en nous et de la réveiller dans les autres, quelle que soit leur religion, leur spiritualité. Par contre, c'est très important de faire ça, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un moment où si on se laisse aller au pessimisme, à l'inertie, ou pire encore, aux fonctions destructrices de la vie, là, le mal aura gagné, quoi. Et non, c'est la vie qui doit gagner. Je t'en prie, continue sur ta lancée, si tu veux nous en dire plus. Alors, je me permets de lire un petit passage pour lequel je pense que tout le monde est plutôt d'accord, mais qui est très clair, parce que ça explique aussi, pour moi, le travail parce que c'est facile de dire je veux la paix, ok, mais en réalité les pulsions destructrices, elles existent en moi aussi, enfin je veux dire dans tous les êtres humains, je pense vraiment. Et donc le chemin, c'est celui de ne pas faire semblant de ne pas les avoir, mais de les transformer. Et c'est ça justement l'enseignement, la force en fait qui m'apporte le bouddhisme, c'est de réussir à les transformer. Donc je vais lire ce passage qui en fait est issu d'une proposition pour la paix
du 1993, mais c'est encore très actuel, que Daisaku Ikeda a fait à l'ONU. Alors, Daisaku Ikeda est un des fondateurs du mouvement Soka, et c'est surtout un homme de paix, un homme qui a beaucoup dialogué avec les gens, des personnalités diverses et variées. Pour lui, l'important, c'était vraiment l'être humain, quel qu'il soit. Et tous les ans, il présentait des propositions de paix. Il est décédé en 2023, mais jusqu'à là, il le présentait toujours. Donc, et comme vous verrez, c'est très concret aussi. Alors, au risque de simplifier à l'extrême, je dirais que l'essence de la bonté consiste à unifier, celle du mal à diviser. J'en suis convaincue. Le mal s'efforce de tout diviser, puis attend aux aguets. Il lui faut tout d'abord créer une fissure dans le cœur de l'homme, briser les liens familiaux, séparer les amis et les camarades, diviser les pays et les ethnies, détruire encore le sentiment d'unité entre l'homme et la nature, entre l'homme et l'univers. Et à fur et à mesure que ces divisions s'opèrent, l'homme est de plus en plus isolé, invitant le malheur et la tristesse. Le cœur fermé devient autoritaire, se recroqueville dans sa petite coquille. La division entre soi et les autres est un piège pour l'humanité, une tendance encouragée par le mal, une triste habitude. Cette tendance dans l'histoire des êtres humains se manifeste actuellement d'une façon toute particulière. On pourrait dire que c'est une tendance karmique du XXIe siècle. C'était encore le XXe, pardon, mais aussi au XXIe. Donc, ça, en effet, c'est le cœur fermé. Mais on peut l'ouvrir, le cœur. Et c'est important de l'ouvrir tous les jours chez nous. Enfin, je veux dire, moi, je vois un lien, mais vraiment précis, entre des pulsions de rancœur, de conflits avec simples, avec ça peut être au sein de la famille ou des proches, ou surtout dans le travail, des volontés de dépasser l'autre parce que sinon moi je n'ai pas ma place. Et moi, dans ma petite timidité, j'étais quand même beaucoup comme ça. Après, ça s'est retourné plutôt contre moi. Je n'étais pas dans la destruction de l'autre. Mais c'est vrai que je n'avais pas cette dimension de non. En réalité, ce sentiment-là se base sur une mal connaissance de ma vie, une méprise de ma propre vie, une méprise de la dignité de la vie de chacun, et je n'ai pas besoin d'être dans ce conflit. Voilà, mais c'est un travail qui va au-delà du rationnel, en fait. Après, c'est profond. Avant de poursuivre avec notre invité, je souhaitais vous remercier d'écouter La Voix du Dedans. Si ce témoignage vous inspire ou vous donne simplement un peu d'espace pour respirer, je vous invite à soutenir le podcast. C'est tout simple. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines voix de paix que nous mettrons en lumière. Dites-nous ce qui vous a marqué dans les commentaires sous la vidéo. Partagez cet épisode à quelqu'un auquel vous pensez et qui aimerait écouter ce témoignage. Et si vous voulez découvrir d'autres témoignages de paix, des livres, des films et documentaires, explorez le site web lavoixdudedans.com. Je vous laisse poursuivre votre voyage dans La Voix du Dedans. Si je comprends bien, le fait de s'isoler de l'autre, de rompre les liens avec l'autre, la division avec l'autre, ne permet pas de vivre en paix en soi et de vivre en paix avec les autres, alors que pour vivre en paix en soi ou avec les autres, il y a un besoin de s'unifier, de redevenir un en soi, et en même temps de faire unité avec les autres aussi. Oui, tu le dis très bien.
tu le dis très bien. Tout à fait. On parle d'être un esprit, mais divers dans le corps. Donc, comme un arbre, comme un seul arbre, mais avec différentes racines, différentes ramifications, différentes feuilles, et peut-être ce besoin de se souvenir que nous sommes du même arbre, en quelque sorte. Tu as tout à fait raison, exactement, du même arbre, c'est-à-dire l'arbre de l'humanité, de la vie même, on pourrait dire, parce que c'est pas que l'humain. Après, on va plus loin, en fait. On reprend vraiment le respect de la nature, de la vie. Tout à fait. On fait partie de ça. Tu as tout à fait raison. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit forcément être avec les autres, on est bien d'accord. Mais oui. Pour revenir à notre sujet précédent, quand est venue l'idée de créer cet espace de dialogue ouvert avec tes connaissances de différents horizons, est-ce que tu as ressenti des freins à ton projet ou des obstacles? Et si oui, comment tu as réussi à les surmonter? Et je vais même aller un peu plus loin. Est-ce que aujourd'hui, imagine que tu es face à une personne qui se dit « Tiens, moi aussi, j'aimerais organiser ce type d'espace, mais je ressens telle ou telle crainte. » Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Ah bah, je lui dirais déjà que quand on décide quelque chose comme ça, je sais pas si pour toi c'est pareil, mais il y a toujours des obstacles. C'est comme ça, il y en a. Donc, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais que le désir de le faire est tellement beau qu'il faut aller au-delà des craintes. Vraiment, les craintes sont un obstacle, bien sûr. Moi, tu as raison. Bah, déjà, la première crainte, c'est d'en parler, c'est de proposer. Moi, j'ai eu un Antoine et un Pauline, des personnes qui ont voulu tout de suite venir. Mais moi, j'ai réfléchi 10 fois avant de proposer à Pauline de venir parce que j'avais mes propres craintes. Je me disais, mais enfin, ils ont leur vie, qu'est-ce que ça va pas leur parler. En plus, ils sont jeunes. Moi, je suis d'une autre génération. Qu'est-ce que... Et pour toi, là, je parle, pardon, de vous, mais d'autres personnes aussi. En fait, la première crainte, c'est de, justement, oser proposer. Ça, c'est la première. Après, les deuxièmes, ce sont souvent des craintes personnelles. En fait, c'est manifeste de différentes manières. Ça peut être la logistique, je vais être dépassée, ça va pas. Donc, encore une fois, c'est plus un besoin de paraître, de faire bien les choses que l'essence de la chose elle-même. Et donc vraiment de se reconcentrer vraiment sur la chose simple en fait, qui est le plaisir de être là et dialoguer ensemble et de se redonner l'espoir à, comme tu dis, à nous qui sommes les branches du même arbre. Et tout en étant tout à fait même content de ne pas être pareil, content d'être différent. Et quand ces rencontres sont terminées, que l'après-midi est passé, quel est le sentiment que tu as quand tu revois les images de ces rencontres, et quels sont les fruits que tu gardes pour garder la métaphore de l'arbre? Oui. Alors déjà,
c'est souvent une grande énergie qui m'arrive, qui reste. C'est quelque chose qui reste. Ce n'est pas comme, bon, bah voilà, on a fait son show, on était bien, on était content, mais puis après, boum, il y a quelque chose qui part. Et non, là, non, au contraire, c'est vraiment l'énergie qui est revenue et qui reste en moi. Et les fruits, du coup, c'est le courage et l'envie de vouloir continuer, de vouloir faire plus, de manière peut-être différente, mais de continuer. Et puis les fruits, c'est aussi toutes les expériences de vie qu'on entend, parce que quand on ouvre ça, en fait, ce sont des expériences de vie. Ce n'est pas juste voilà, de la théorie, mais c'est de la richesse de vie. Donc du coup, waouh, c'est... Aujourd'hui, dans les médias, on entend souvent parler d'identité un peu unique. Un tel est de telle confession, un tel est de telle origine, un tel est de tel sexe, etc. Aujourd'hui, quel est ton regard sur le concept de l'identité plurielle, le fait que nous puissions venir d'un autre pays, vivre dans un autre, porter des convictions spirituelles d'un autre endroit encore. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai réalisé le petit rêve que j'avais quand j'étais enfant, qui était ça, qui était vraiment d'aller découvrir les autres. Alors dans le monde petit, parce que bon, je suis restée plutôt en Europe, mais en fait c'est ça, c'est-à-dire que de découvrir que des choses qui nous paraissent dans le quotidien. Souvent, en fait, les différences, elles se voient dans les... J'ai l'impression que les différences, elles se voient plus dans les petits détails de la vie quotidienne que dans le fond. Donc, par exemple, l'Italie et la France, ce sont deux pays très proches. Pourtant, il y a des différences. Il y a des différences dans la manière dont on se dit bonjour, dont les Français sont beaucoup plus gentils en réalité, mais les Italiens les prennent comme moins chaleureux, vraiment dans les détails. Tandis que le fond de l'être, c'est comme tu dis, c'est l'arbre. Alors, il y en a un qui manifeste son envie d'aller vers l'autre avec une image plutôt fermée, parce que c'est la discrétion pour l'autre et c'est important que l'autre comprenne. Enfin, c'est important pour lui de permettre à l'autre cette distance. Et il y a l'autre qui a besoin de envahir et manifester d'une manière peut-être un peu exagérée. Mon mari disait, mais vous, les Italiens, vous êtes un peu trop exagérés, vous n'êtes pas authentiques. Si, on est authentique, mais c'est vrai que pour nous, pour mettre l'autre à l'aise, on a besoin d'en faire plus. Mais en réalité, dans le fond, on cherche à se connaître tous les deux, on cherche à se respecter, l'un en laissant la description et l'autre en envahissant. Donc, voilà, donc du coup, ça, c'est intéressant en fait de pouvoir se donner le moyen d'aller plus loin de celle qui est la forme et chercher plus profondément. Après, c'est vrai que souvent je me disais, bon, le fait que je suis italienne, ça me permet
de je suis excusée si je suis maladroite. Parce qu'en réalité, même dans le même pays, on peut ne pas se comprendre, on peut avoir, absolument, des personnes qui sont de la même culture, ils peuvent avoir des manières différentes d'être, de faire. Et je me disais, mais le fait que je suis italienne, ça me permet de faire comprendre à l'autre que je ne le fais pas exprès. Si je le blesse ou si je ne suis pas... si je suis un peu maladroite. En faisant des recherches sur la paix, je suis tombée sur les travaux de Maria Montessori et l'éducation à la paix. J'aimerais que, si tu l'acceptes, que tu nous partages quelques mots sur les liens entre l'éducation et la paix. Oula, c'est fondamental. L'éducation et la paix, tu dis le point. C'est dommage parce que je viens de lire un petit passage, mais je l'ai dans l'autre pièce, je ne vais pas le chercher. Alors, l'éducation en réalité, c'est faire donner le moyen à l'autre de découvrir ce qui est plus riche en lui, je pense. Ce qui aussi lui donne envie de découvrir. Mais d'abord, il faut vraiment réveiller cette envie de découvrir, d'apprendre, d'aller vers l'autre. Et donc, du coup, le lien, il est déjà dit. Parce que si c'est l'envie d'aller vers l'autre, d'aller vers l'inconnu, donc c'est l'autre, peu importe en fait que ça soit l'autre ou que ça soit une théorie, quelque chose qu'on ne connaît pas, et de se dépasser pour aller vers ce qu'on ne connaît pas. Et du coup, pour moi, déjà, le lien est fait entre l'éducation et la paix. Parce que la paix, c'est ça. C'est aller au-delà de ce qui est vraiment ton petit confort qui peut te mettre un peu dans une forme d'inertie de l'extérieur, ou alors de tout de suite prendre mal si l'autre arrive dans ton camp comme tu ne voudrais pas. Et je me suis perdue du coup. Et donc du coup, c'est ça quoi la paix, c'est de se dépasser, c'est de reconnaître que on peut ne pas avoir, on peut sentir que nous avons absolument raison face à un conflit. On peut imaginer qu'on a absolument raison. Mais si on en reste là, on va pas plus loin du conflit. Le conflit restera toujours. Alors que si on imagine que au-delà du fait d'avoir raison ou pas, peu importe, l'important c'est de se transformer cet conflit en quelque chose où deux personnes peuvent se parler. Peut-être qu'ils resteront toujours avec leurs idées. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Voilà. Donc je sais pas si c'est... Mais en tout cas, oui, et l'éducation, surtout après... j'ai parlé de manière un peu abstraite, mais honnêtement, quand je commençais au lycée à lire les philosophes, les grands écrivains qui parlent de l'humain, là, en fait, ça ouvre justement à nouveau la porte vers la grandeur de l'humain. Et du coup, on ne peut pas aller vers la guerre si on est éveillé à ça, si on l'a en tête, si
si ça fait partie de nous, si c'est quelque chose qu'on pratique régulièrement, en fait. Pour moi, c'est vrai qu'un livre, je sais pas, je dis n'importe quoi, enfin, je dis Dostoïevski, mais ça peut être plein d'autres, même des écrivains beaucoup moins importants. Ne serait-ce que ça peut permettre de changer de l'état d'esprit de conflit. J'ai le sentiment, quand je t'entends, que le rôle d'un artisan de paix ou une artisane de paix, c'est de percevoir dans le conflit et dans la rencontre une fenêtre pour se transformer, se nourrir, et au-delà des positions de chacune ou chacun, de voir quelque chose en l'autre et en soi de beaucoup plus grand. Absolument. Et il semble, quand je t'entends, que c'est cette posture clé qui permet d'avoir une posture d'écoute, d'accompagnement, d'éducation, que ce soit pour une personne atteinte de handicap, que ce soit pour une personne que l'on rencontre dans la rue, un collègue, une collègue, un enfant, un proche, et la nécessité de se souvenir, tu parlais du mantra tout à l'heure, de cultiver ce souvenir de cette conviction pour continuer d'agir, parce que si je reprends au début de l'entretien, tu parlais de doute, et en même temps j'entends beaucoup une volonté d'agir et un élan qui est vraiment ancré en toi. Ah bah merci, c'est ça. Tu le dis très bien, Kylian, c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu as dit, oui. Super. J'aimerais savoir s'il y a un projet que tu portes actuellement ou un projet à venir que tu souhaites mettre en lumière et partager avec nous. Oui, j'ai un projet. En fait, c'est un projet d'accompagnement. Alors, déjà, il s'adresse à des personnes en situation de handicap, adultes, qui n'ont pas une place dans une structure et qui sont justement dans l'isolement. Et il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Moi, dans mon travail d'éducatrice, j'ai reçu souvent ce qu'on appelle des stagiaires. Ce sont des personnes qui sont en attente d'une structure et du coup, ils viennent découvrir la structure pour voir s'ils se sentiraient bien, s'ils sont adaptés à cette structure. Et il y en a beaucoup qui pouvaient tout à fait être adaptés, mais on leur dit, il y a plus ou moins 4 ans, 5 ans d'attente. Donc c'est énorme pour ces personnes et pour leur famille, parce qu'ils restent justement dans une situation d'isolement. Les familles, parfois, ils ne peuvent pas avoir une vie aussi plus dynamique, parce qu'ils doivent s'occuper d'eux. Je pense aussi aux jeunes adultes qui sortent des structures, souvent des IME, et qui sont qui ont eu l'habitude d'être avec les autres, et là, tac, ça s'arrête. Ils peuvent chuter fortement. Et donc, là, le projet s'adresse à ces personnes avec une spécificité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut que ce soit des personnes qui ont juste l'envie, le désir de travailler sur les arts, le théâtre. Pour l'instant, on le fait sur le théâtre et le chant. Donc, c'est un projet que je mène avec une art thérapeute qui travaille sur le chant. Et donc, le projet serait de proposer au début, timidement, mais l'idée, ça serait génial si ça soit plus grand, une journée par semaine dans laquelle
ces personnes viennent, découvrent le théâtre et le chant, travaillent sur une création, parce que sûrement ça va se terminer sur une création, et en même temps, on mange ensemble, ils peuvent lier des amitiés. Comme j'ai dit, je trouve que quand on travaille sur l'art, il y a des liens qui sont profonds qui se font. Et ils commencent à sortir de leur isolement. Voilà, ça c'est le projet qu'on a, Véronique Baillet et moi. Voilà. Très bien. Est-ce que les personnes qui nous écoutent actuellement peuvent vous soutenir d'une certaine manière sur ce projet ? Quelle est ton attente par rapport à ça ? Mon attente, c'est déjà juste, pour l'instant, en fait, le projet, il n'est pas encore assez avancé. Il a été reconnu il a le soutien de l'MDPH du Val d'Oise, mais il n'est pas encore assez avancé pour demander autre chose que juste s'il y a des personnes qui peuvent être intéressées à ce projet, donc des proches des personnes handicapées ou des personnes handicapées eux-mêmes, ou des personnes qui, je sais pas, ils peuvent être intéressés à ça. Je veux bien discuter avec eux. Je veux bien les rencontrer, je veux bien échanger des mails, parce que ça peut permettre justement d'avancer, ou peut-être aussi de trouver déjà les personnes qui souhaiteraient faire partie de ces projets. J'espère que ça prendra pas trop de temps pour ne pas leur dire aussi oui, mais dans 4 ans, non, on veut le faire plus rapidement. Voilà. Très bien. Eh bien, vous trouverez le contact de Sylvana en dessous de l'épisode de ce podcast. Sylvana, est-ce que tu souhaites ajouter un mot avant de conclure cet échange ? Quelque chose qui n'a pas été dit et qui aurait pu l'être. Je suis désolée, Kylian, ce qui me vient, c'est de te dire merci à toi, parce que je trouve ça très sympathique, enfin, plus que sympathique, tu m'as fait réfléchir, en fait, tu m'as fait redonner aussi l'élan. Donc voilà, je te remercie pour ta démarche, que je trouve sur la même lignée que les dialogues qu'on fait, c'est sur la même lignée, même si je pense en fait que même si les personnes ne sont pas dans un dialogue, mais d'entendre dialoguer de cette manière, ça redonne l'élan, ça redonne ça remonte, je peux dire ça remonte le moral, mais c'est plus que ça, quoi. Ça redonne vraiment les convictions de continuer avec avec nos souhaits, quels qu'ils soient. Est-ce que ça nourrit l'arbre ? Ça nourrit l'arbre, voilà. Ça nourrit l'arbre. Tu le dis bien, voilà. Je te remercie, Sylvana. J'ai été honoré de t'accueillir dans ce podcast pour nous partager la richesse de ton témoignage. C'est très original. Moi, j'avais très envie d'en apprendre plus sur les liens entre l'art, la rencontre et la paix, parce que ça n'est pas anodin. Et je suis ravi aujourd'hui d'en avoir appris plus au travers de ton témoignage. Donc, un grand merci, en tout cas. Merci à toi, Kylian. Bientôt pour un prochain épisode de votre podcast La Voix du Dedans. À bientôt. Merci d'avoir écouté La Voix du Dedans. Si ça vous a parlé, likez, partagez, abonnez-vous et faites résonner la voix autour de vous.